Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la révolte populaire à Hong Kong contre l'ingérence de Pékin dans son processus électoral, la grogne des retraités face à la politique générale du gouvernement Valls, et puis la rencontre au Vatican entre le pape François et les personnes âgées dimanche, avec un invité de marque, Benoît XVI. Vous retrouverez en fin de journal Cyril Lepeigneux pour le dossier du mardi avec son invité. Cyril, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bien, nous allons parler de la Manif pour tous avec Ludovine de la Rochère, président du collectif de la Manif pour tous, à J-5 avant la manifestation prévue à Paris. On ouvre donc ce journal avec l'Asie et plus précisément Hong Kong en pleine crise politique. Des milliers d'étudiants et de militants démocrates occupent depuis dimanche le quartier des affaires et du gouvernement local. Ils contestent le refus de Pékin d'accorder au territoire le droit d'élire démocratiquement le chef de l'exécutif en 2017. La Chine continentale veut en effet garder le contrôle sur les possibles candidats à la tête de l'exécutif hongkongais. Banques et écoles sont fermées, les manifestants subissent les assauts répétés des forces de police. Parmi eux, le cardinal Zen, 82 ans, ancien archevêque de Hong Kong, opposant de toujours au régime communiste chinois. Son successeur, le cardinal Tong, a lancé quant à lui un appel au calme. Dans une lettre datée d'hier lundi, il souhaite que les autorités écoutent attentivement les revendications des jeunes et des citoyens de toutes les catégories sociales. Le commentaire du père Bruno Lepeu, prêtre des missions étrangères à Hong Kong. Face au mouvement actuel des manifestants, l'Église encourage au dialogue. Donc il y a un soutien, j'allais dire, passif. Mais de facto, la présence de prêtres, même si c'est pas comme tel, il y a une présence réelle de l'Église, quoi. Le mouvement a pris une ampleur complètement imprévue et le gouvernement sait plus très bien comment faire. Alors dimanche, ils ont plutôt eu tendance à mettre le paquet en termes de violence avec les gaz lacrymogènes, charger la foule et tout ça. Et puis ils ont été très fortement critiqués. Ils sont passés à une approche plus pragmatique et surtout plus calme, mais ça sort de partout. Alors je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, surtout que la journée du 1er octobre étant le 65e anniversaire de la fondation de la République populaire chinoise, il y a de très fortes chances que ça prenne une ampleur totalement incontrôlée, quoi. Partout en France aujourd'hui, les retraités sont descendus dans la rue à l'appel de 9 syndicats et associations. Ils protestaient contre les mesures présentées par Manuel Valls dans son discours de politique générale. L'annonce d'une prime exceptionnelle de 40 € pour les petites retraites n'a pas suffi à apaiser leurs craintes pour l'avenir. François-Xavier Mathieu est allé à leur rencontre à Paris, dans le 15e arrondissement. Nous souhaitons une augmentation des retraites. Aujourd'hui, on nous dit que l'inflation est nulle, mais les dépenses contraintes de tous les jours, elles augmentent. Donc en fait, on subit aujourd'hui le gel des pensions. On nous donne l'impression d'être considérés aujourd'hui comme des nantis et de pouvoir payer, en fait. Parce que beaucoup de retraités ont aussi à leur charge aujourd'hui les enfants, les petits-enfants, et demain ils ne pourront plus aider ce qu'ils font aujourd'hui, aider leurs enfants et leurs petits-enfants, qui sont en difficulté, puisque eux-mêmes subiront une baisse de leur pouvoir d'achat. À Paris, c'était ce week-end le point d'orgue du jubilé de l'Arche qui fête ses 50 ans. Des communautés venues du monde entier, pour l'occasion, ont participé à une grande marche de la place de l'Hôtel de Ville à la place de la République. Bien évidemment, Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, était présent. Il nous rappelle à quel point l'accueil des personnes faibles est plus que jamais une priorité. C'est toujours le même message, d'ailleurs, que ce soit au centre de la ville ou dans un village, que les personnes faibles sont importantes. Et si on entre en relation avec eux, ils nous changent. Mais il y a encore beaucoup de choses à changer parce que déjà toujours les personnes les plus faibles ne sont pas toujours accueillies. François, notre pape, va dans les périphéries, va là et devenir leur ami parce que c'est eux qui nous évangélisent. Ce message a encore besoin de passer. À noter que KTO consacre une programmation spéciale pour cet anniversaire. Le 3 octobre, nous diffuserons un grand entretien avec Jean Vanier. À voir également notre émission Hors les murs consacrée à l'Arche. Première diffusion le 10 octobre. La famille était à l'honneur à Marseille ce week-end avec le festival Famille Eau organisé par l'église locale, dont KTO a retransmis les moments forts. Éducation, partage, rencontres comptaient parmi les thèmes abordés. Le reportage de Marine Wolf. Famille Eau, qui signifie famille en provençal, est organisée par la pastorale de la famille de Marseille pour témoigner d'une vision positive du mariage et de la famille.
C'est beau de la célébrer, quelle que soit cette famille et là où en est chaque famille, parce que ça nourrit et ça ressource. La trentaine d'associations familiales du diocèse a donc investi la place Bargemont le temps du week-end pour partager et échanger autour de l'amour, l'éducation, l'insertion ou encore la foi. L'occasion de rencontrer les familles aussi. D'être là, ça nous permet de relayer cette invitation large du pape François aux Marseillais. Et avec nous, ce qu'on vit dans la cité, c'est d'oser la rencontre de ces personnes-là, d'être un petit peu un pont entre des mondes qui se côtoient sans forcément se connaître. On est d'un côté du pont, puis on essaie de faire traverser, quoi. Moi, on est venu plus pour voir le fonctionnement de toutes les organisations, de toutes les associations qu'il y a sur Marseille. C'est une occasion de se retrouver entre chrétiens, de montrer aux gens de Marseille qu'on est là, qu'on est heureux et les inviter à participer avec nous. Ce festival est également l'occasion de réfléchir sur les questions de filiation, d'éducation ou des liens intergénérationnels. Le diocèse de Marseille a une certitude, la famille est le lieu par excellence où se vivent les valeurs universelles d'accueil, de partage et de fraternité. On voulait faire apparaître cette grande richesse de la vie de famille, cette réalité que tous nous désirons, dans laquelle nous vivons et qui pourtant est toujours à construire, à reprendre. Donc la regarder à la fois dans ce qu'elle représente pour nous de si fort et en même temps dans le chantier qui nous occupe toute notre vie de le réussir et d'en vivre. À quelques jours du synode extraordinaire sur la famille prévu à Rome, le festival s'inscrit dans cette dynamique d'église qui reconnaît la famille comme l'ultime refuge de tout homme et en particulier des plus fragiles. Comme chaque année, le cardinal André XXIII a célébré ce soir la messe pour les responsables politiques et les parlementaires dans la basilique Sainte-Clotilde à Paris. Dans son homélie, il était question des terroristes de Daesh en Irak et en Syrie. Il ne peut pas y avoir seulement un traitement armé, indolore et lointain de ce groupe terroriste, a lancé l'archevêque de Paris. Il faut aussi affronter la tentative de séduction qu'il exerce sur un certain nombre de jeunes désorientés. On va parler maintenant des migrations forcées et tout d'abord des Irakiens contraints de fuir leur pays face à l'avancée des islamistes de Daesh. En France, les élus locaux se mobilisent pour accueillir les réfugiés avec le soutien précieux des institutions catholiques. C'est le cas en région parisienne. À Versailles, les représentants de l'Église et de l'État étaient réunis hier pour élaborer ensemble des stratégies d'accueil. Aujourd'hui, une collectivité, bien sûr, c'est pas facile pour elle. Par contre, elle peut passer un accord, un type de convention, de renforcement des associations qui sont spécialisées. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que elles ont le réseau, elles connaissent les dossiers, elles connaissent ce problème de culture. Sur le sol français, on a accueilli une centaine de familles et le ministère des Affaires étrangères nous a demandé, à nous tous les élus, de nous mobiliser pour trouver des capacités d'accueil. C'est de l'accueil temporaire, bien évidemment, c'est de l'accueil d'urgence parce que l'objectif, c'est qu'elles puissent retourner chez elles. Là, je vous le confirme, pour avoir dialogué avec un grand nombre de familles dans les camps d'accueil, eh bien, elles souhaitent d'abord rentrer chez elles. Elles ne souhaitent pas s'exiler, elles veulent retourner chez elles, mais elles ont besoin pour cela d'être protégées, d'être rassurés par des forces internationales d'interposition. À noter que le groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les chrétiens d'Orient, formé en juillet dernier, doit auditionner demain Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian. Migration toujours avec ce triste record pour 2014. 3000 migrants ont péri en Méditerranée depuis janvier. C'est plus du double du pic de 2011, année du printemps arabe. Ces chiffres ont été révélés hier par l'Organisation internationale pour les migrations. Autre statistique glaçante, la mer Méditerranée engloutit les 3/4 des migrants morts dans le monde. On connaît bien la révolte du pape François face à cette tragédie. Son premier déplacement hors du Vatican était à Lampedusa, souvenez-vous, île italienne proche des côtes tunisiennes. Demain, mercredi, il recevra des migrants ayant survécu au naufrage du 3 octobre 2013 au large de l'île, qui avait fait 350 victimes. Et puis hier, le pape recevait la présidente de Malte. Bien sûr, le sort des migrants était au cœur de leur entretien, une question qui touche de près l'Église et le gouvernement maltais. Direction la Suisse maintenant, dans le canton du Valais. Environ 3000 personnes ont assisté dimanche à l'ordination du nouvel évêque de Sion, Monseigneur Jean-Marie Lauvet, à la cathédrale de la capitale valaisanne. Il avait été nommé par le pape François en juillet dernier, après 5 années passées comme prévôt du Grand Saint-Bernard, non loin de Sion. À noter parmi les évêques co-consécrateurs, Monseigneur Luc Ravel, évêque du diocèse aux armées français.
À Rome, le pape François a rendu visite aux jésuites pour célébrer avec eux le bicentenaire du rétablissement de la Compagnie de Jésus par Pie VII le 7 août 1814. Il a célébré les vêpres à l'église du Gesù au centre de Rome. Dans son homélie, le pape a repris une injonction de Pie VII justement, ramer contre les vents contraires, comme l'explique Étienne Lauraillère. Ramer demande des efforts. Les jésuites doivent être des rameurs experts et valeureux. Ramez donc. Ramez. Soyez forts, aussi contre les vents contraires. Ramons au service de l'Église, ramons ensemble. Mais tandis que nous ramons, que tous nous ramons, aussi le pape rame dans la barque de Pierre, nous devons prier beaucoup. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve ton peuple. Le Seigneur nous sauvera même si nous sommes des hommes de peu de foi, des pécheurs. Il nous sauvera. Espérons dans le Seigneur, espérons toujours dans le Seigneur. Ce fut le cœur de la célébration d'Action de grâce célébrée ce samedi après-midi par le pape François dans l'église du Jésus à Rome, 200 ans après la restauration en 1814 de la Compagnie de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola. Une célébration particulière présidée par le premier pape jésuite de l'histoire, au cours de laquelle ont été renouvelées les promesses solennelles et rappelées la vocation de la Compagnie, discernement, mission, service et confiance en Dieu. Au cours de son homélie, le pape François a rappelé l'attitude du père Ricci, le dernier général au moment de la dissolution, qui a vécu ce moment avec ses frères dans un esprit de charité, d'obéissance, de patience, de simplicité évangélique et d'amitié avec Dieu. Le tourment, a dit le pape, s'il se vit à la lumière de la miséricorde, nous purifie comme le feu. Hier, comme aujourd'hui, la Compagnie affronte les drames des personnes déplacées, des réfugiés dans le respect de leur identité. Le jésuite, a conclu le pape, est un homme qui aime Dieu, qui sert ses frères. Il est le compagnon de Jésus, il a les mêmes sentiments que Jésus. Vatican toujours, des milliers de personnes âgées étaient rassemblées dimanche place Saint-Pierre pour une rencontre avec le pape François. Parmi eux, une silhouette blanche très discrète était remarquée. Le récit de notre confrère Antoine-Marie Isoire de l'agence Immédiat à Rome. Bonjour, comme je vous l'annonçais ici même la semaine passée, le pape François a présidé ce dimanche, place Saint-Pierre, une rencontre inédite avec plusieurs dizaines de milliers de personnes âgées. C'était totalement prévisible car il n'a de cesse de le répéter. Le pape s'est élevé une nouvelle fois contre les sociétés qui rejettent à la fois les jeunes comme les plus âgés, qui abandonnent les seniors et sont coupables, a-t-il dit, d'une véritable euthanasie cachée. Mais au cœur de cette rencontre, le pape a aussi abordé une autre préoccupation, celle de la violence à l'égard des personnes âgées. Place Saint-Pierre, il a écouté le témoignage très émouvant de Moubarak et Anessa, un couple de septuagénaires irakiens originaires de Karakoche et qui, l'été dernier, avaient été forcés à quitter leur maison et leur région par les membres de l'État islamique. Les yeux pleins de larmes, ce couple marié depuis plus de 50 ans a raconté comment les djihadistes avaient retiré les croix de leur église et les avaient remplacés par le drapeau noir de la guerre sainte. Alors le pape a embrassé ce couple et puis immédiatement il a condamné la violente persécution dont ils avaient été victimes avant d'assurer que la violence sur les personnes âgées, tout comme sur les enfants d'ailleurs, était inhumaine. Et puis le pape a évoqué sa visite récente en Albanie. Une semaine plus tôt, il a rappelé que là, comme dans d'autres pays ayant souffert d'une cruelle persécution religieuse, eh bien, ce sont les grands-parents qui ont sauvé la foi du pays, qui l'ont transmise à leurs petits-enfants. Il en a tiré une leçon, même dans les épreuves les plus difficiles, les personnes âgées qui ont la foi sont comme des arbres qui continuent à porter du fruit. Et cela est vrai, a dit le pape, dans des situations les plus ordinaires où il peut y avoir d'autres tentations ou d'autres formes de discrimination. Vous l'avez compris, la boucle est bouclée. Le pape François a souhaité que cette culture du rejet laisse la place à une culture de la rencontre entre générations. Et puis, l'image de cette journée, c'est une nouvelle accolade chaleureuse entre le pape François et son prédécesseur Benoît XVI. Ça n'est pas vraiment une rencontre là entre générations, mais le pape de 77 ans a salué le pape émérite de 10 ans, son aîné, en redisant une nouvelle fois que sa présence à l'intérieur des murs du Vatican était pour lui comme d'avoir un grand-père sage à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous.
Alors voici venu le temps du dossier. Ludovine de la Rochère, donc vous êtes présidente du collectif La Manif pour tous. Dimanche prochain à Paris et à Bordeaux est prévue donc une manifestation. Mais juste avant d'en parler, je voulais vous faire réagir sur la déclaration du gouvernement hier qui a fait des annonces justement sur la famille. Oui, alors des annonces qui ne sont que la poursuite de ce qui avait déjà été conduit et décidé précédemment, qui a abouti l'été dernier. Donc il y avait déjà eu une réduction du congé parental de 6 mois, enfin une modification qui aboutit à une réduction du congé parental de 6 mois. Et bien là, le gouvernement va encore beaucoup plus loin. Le congé parental doit être divisé en 2 entre le père et la mère. Et si le père, puisqu'en général c'est la mère qui prend un congé parental, si le père ne prend pas 18 mois, ces 18 mois sont perdus. Autant dire que la plupart des couples ne seront pas en mesure de prendre successivement un congé parental l'un et l'autre. Et donc, dans les faits, ce congé parental va se retrouver considérablement réduit. Cela sous couvert d'économie. En réalité, quand les parents sont en congé parental, quand la mère est en congé parental, donc c'est dans la plupart des cas, pendant ce temps-là, l'enfant n'est pas en crèche. Il faut savoir qu'une place d'enfant en crèche coûte à la commune, donc au contribuable, 15 000 € par an. Par ailleurs, il a malheureusement été décidé, enfin il est malheureusement envisagé de réduire l'allocation, l'aide à la garde d'enfants, donc c'est-à-dire aider à financer la nounou éventuellement qui vient à la maison, et puis la prime de naissance à partir du 2e enfant est réduite à 1/3 seulement. Autrement dit, et à nouveau, dans la poursuite de ce qui a précédé, on est dans la déconstruction de la politique familiale. Donc c'est plutôt du pain béni pour votre manifestation de dimanche ? Je préférerais très clairement que ces mesures ne soient pas prises ni envisagées et que, voilà, non, c'est dramatique, je ne peux pas dire c'est formidable, ça va mobiliser, ça n'est pas pensable. Il faut bien voir que la famille, c'est elle, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit précédemment avec bien sûr beaucoup de justesse, c'est la famille qui est le premier lieu de solidarité, ce sont les familles qui s'occupent des enfants, des jeunes, des malades, des personnes handicapées, des personnes âgées. Et si l'État, le pouvoir en place, prétend de manière court-termiste à faire des économies, d'abord je vous ai donné un exemple pour vous montrer que c'était faux, et en plus de toute façon à moyen terme, ça veut dire beaucoup de domaines pris en charge par les familles qui vont revenir ou qui vont venir à la charge de l'État. Donc c'est absolument incohérent et ça dénote aussi une méconnaissance très grande des réalités vécues par les Français. Alors pour la manifestation prévue dimanche donc à Paris et à Bordeaux, est-ce que vous pourriez nous aider à y voir un peu plus clair ? C'est quoi le mot d'ordre, la mobilisation ? Qu'est-ce qu'on verra sur les pancartes ? Alors, on verra d'abord et avant tout abolition universelle de la gestation pour autrui. Je m'explique. La gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, c'est une pratique qui avance très vite aujourd'hui. Non pas qu'elle ait été légalisée en France, elle demeure interdite, mais hélas, force est de constater que M. Hollande et certains ministres disent non, mais en fait, ils passent sous la table pour avancer et qu'ils n'ont donc pas renoncé à leur projet. Pour ce qui concerne les mères porteuses, vous avez une circulaire qui s'appelle la circulaire Taubira sur la GPA et qui facilite les démarches pour l'arrivée d'un jeune enfant, enfin d'un bébé qui a été commandé à l'étranger à une mère porteuse. Et on a beaucoup entendu ces derniers temps sur les plateaux de télé Najat Vallaud-Belkacem ou Christiane Taubira répéter sans cesse les mêmes éléments de langage. Les enfants nés de GPA à l'étranger sont apatrides, sont des petits fantômes de la République, sont anonymes. C'est rigoureusement et absolument faux. Ils ont, comme tout le monde, un état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Et cette circulaire Taubira, le véritable enjeu, c'est d'inscrire une filiation qui n'existe pas, qui est bidon, à l'état civil français, et qui éventuellement même n'est pas plausible quand il s'agit de deux hommes qui veulent se faire inscrire comme pères tous les deux. Ça n'est évidemment pas possible. Donc la manifestation de dimanche, c'est pour dire non à cette dérive, à ce que vous appelez alors c'est pour dire non à la gestation pour autrui, oui. Non à cette dérive, non au business de l'enfant, non à l'allocation de l'utérus des femmes. Et c'est pour dire aussi qu'il faut retirer cette circulaire Taubira, il faut dissuader au niveau national. Et la France,
patrie des droits de l'homme, s'honorerait et aurait légitimité à lutter au niveau international, puisque c'est au niveau international que nous pourrons mettre fin à cette pratique. D'où ce abolition universelle de la gestation pour autrui. Et bien sûr, abolition fait référence à l'abolition de l'esclavage, puisqu'on est dans une forme d'asservissement de la femme et dans une forme de traite humaine. Alors l'année dernière, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été organisées en France, et principalement à Paris, avec des problèmes de chiffres d'ailleurs pour savoir le nombre de manifestants. Qu'est-ce qui fait que dimanche prochain, des gens vont quand même venir en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auront en arrière-plan dans leur tête le fait que les manifestations contre la loi Taubira, finalement, n'ont pas porté de fruits puisque la loi est passée? Alors, si vous le permettez, je vais juste compléter un petit peu ce que je disais précédemment. Il y a la gestation pour autrui, il y a la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, et là, c'est la même chose, par un avis de la Cour de cassation, on facilite le recours à la PMA à l'étranger pour les couples de femmes, et donc la conception d'enfants sans père. Et puis vous avez d'autres sujets majeurs autour du mariage, de la filiation et de la famille. On a évoqué la déconstruction de la politique familiale. Voilà, donc c'est toujours ce même ensemble de sujets, celui sur lequel travaille et combat la Manif pour tous depuis son premier jour. Alors, c'est vrai, hélas, la loi Taubira a été votée. Néanmoins, cette mobilisation immense a obtenu un certain nombre de succès, dont le plus éclatant a été le retrait du projet de loi famille de Mme Bertinotti en février dernier, et sur lequel, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne peuvent plus revenir pour un certain nombre de raisons. Donc, malgré tout, nous avons éliminé certains projets qui concernaient le statut du beau-parent, etc. etc. Voilà. Donc, on peut espérer gagner, et c'est la poursuite du mouvement qui aura sans doute encore plus d'impact que le début de la mobilisation, dans la mesure où ça reste aujourd'hui stupéfiant, très inattendu pour les pouvoirs publics. Et par ailleurs, vous savez, on est très suivi à l'étranger, sur tous les continents. La Manif pour tous, cette mobilisation des Français, suscite beaucoup d'émotions et d'encouragement à l'étranger. Et je ne sais pas si vous avez vu hier que les cardinaux Schönborn et Scola ont publié une grande et belle tribune dans le Figaro en soutenant le peuple français et le courage qu'il a de se lever et de poursuivre dans son combat. Alors, ça veut dire que la Manif pour tous est devenue aujourd'hui quoi? Une marque, un lobby, juste une force de pression? La Manif pour tous, c'est toujours un mouvement social. Très large, qui agit de manière pacifique et non violente, respectueuse des personnes et du bien commun. Je crois que c'est extrêmement important et je le rappelle. La Manif pour tous agit de toutes les manières qui lui paraissent susceptibles d'être efficaces. Donc des manifestations de rue, de contestation, donc, et puis aussi des propositions. Nous avons fait l'année dernière un Grenelle de la famille. Et puis, par exemple, nous sommes intervenus au moment des élections municipales, des élections européennes, et là nous intervenons. De l'extérieur, nous sommes apartisans, mais nous disons au public, nous informons. Voilà les positions des candidats. À vous d'en tirer les conséquences, à vous de juger. Vous avez peut-être aussi d'autres critères qui vous permettront de juger. Pour vous, il n'y a pas de politisation du mouvement, il n'y a pas de... Vous ne craignez pas d'avoir des anti-Hollande ou anti-Najat qui vont être dimanche présents et grossir les rangs? Nous appelons à respecter les personnes, et donc ce sont à des projets que nous nous opposons. Bon, il se trouve qu'en France, 83% des Français, je crois que c'est le dernier chiffre, ne font plus confiance ou ne font pas confiance à M. Hollande. Donc, je n'irai pas vous dire que dans nos manifestations, il n'y ait pas un certain nombre de personnes qui aient une piètre opinion du président de la République. C'est peu de le dire. Néanmoins, ça n'est pas le sujet de la manifestation, et nous nous adressons à tous les Français, nous nous adressons à tous les politiques, à tous les partis politiques, mais nous n'avons, nous, aucun lien institutionnel, financier, organisationnel, avec aucun parti et aucune personnalité politique, et comme avec aucune autre instance. Et cette liberté, d'ailleurs, elle est très précieuse pour être focalisée sur le combat que nous menons, qui est celui de l'humanité homme-femme et toutes ses conséquences, mariage, filiation, etc., etc. C'est un sujet, ce sont des sujets majeurs. On a beaucoup parlé aussi ces derniers temps de la question du genre, qui est aussi l'identité sexuelle revisitée ou pas par certaines idéologies, certaines sociologies, certaines philosophies du genre. Vous voyez, ce sont des questions très larges et qui demandent de ne pas être dans la vie politicienne,
de rester en dehors, de rester libre et indépendant. Je crois que c'est très important pour agir le mieux possible et sans télescopage avec d'autres agendas. On n'est pas là pour chercher des places, pour chercher des moyens, des mandats, etc. On est tous bénévoles et on est tous au service de cette cause. Alors en un mot, pour conclure, parce qu'on voit qu'il y a plein de raisons qui font que des gens pourraient descendre dans la rue dimanche. Bien sûr. Vous, le mot d'ordre de la Manif pour tous, du collectif? Alors écoutez, c'est l'humain n'est pas une marchandise et il faut le plus rapidement possible l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous jeudi.